Imaginez un jeune homme qui, à moins de 25 ans, est déjà responsable ou directeur de la communication d'une ville. Imaginez toujours ce jeune homme qui est manager d'une équipe, avec parfois des gens plus âgés que lui, qui les écoute et qui se comporte avec beaucoup d'humilité tout en travaillant énormément. Cette force tranquille, c'est Pierre Logette, qui est aujourd'hui aux responsabilités de la communication de France Urbaine. Pierre, c'est un fou de communication publique, et son parcours nous le prouve. Il a dirigé la com de plusieurs villes, dont Poitiers, Thionville, Metz, etc. Il est même passé faire un tour en Bretagne, région qui m'est chère. Et aujourd'hui, il est chez France Urbaine depuis 1 an. Car oui, cet enregistrement date d'il y a quelques mois. Vous le verrez, Pierre va vous parler de son quotidien et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai employé le terme de force tranquille avec lui. Je n'en dis pas plus, mais très sincèrement, si vous avez de l'ambition sans pour autant avoir les dents qui rayent le plancher, si vous êtes humble et que vous aimez votre travail dans la communication, qu'elle soit publique ou privée, écoutez cet épisode du Décodeur avec Pierre Logette. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et inutile de vous dire à quel point j'ai pris un très très grand plaisir à interviewer Pierre. Je le répète encore une fois, que vous soyez dans la com publique ou dans la com privée, cela n'a absolument aucune espèce d'importance. Car vous allez vous apercevoir que Dieu merci, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, on peut toujours rencontrer des Pierre Logette. Très très bonne écoute en compagnie de Pierre, et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple et Spotify, et bien évidemment de vous abonner au Décodeur de la com. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Pierre. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Merci à toi de me recevoir chez France Urbaine. Merci d'être là. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Monsieur est très urbain. Oh, j'adore. Fallait la trouver celle-ci. Exactement. Alors Pierre, on va parler de ton parcours. On va parler évidemment de ton poste que tu as pris il y a quelques mois, il y a 6 mois chez France Urbaine. Parce que tu as un parcours, je te le disais hors antenne, alors tu rougissais, mais tu as un vrai parcours de prodige, qui est absolument hallucinant. Une sorte de Kylian Mbappé de la communication publique. Parce que tu as été très jeune DIRCOM, mais tiens, allez, j'en ai déjà trop dit. Je te laisse te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Pierre. En quelques mots, oui, des études un master en communication territoriale qui préparait aux collectivités en fait. Puisque j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu travailler en collectivité, et c'est vrai que j'ai baigné dedans très vite. Et puis j'ai eu cette chance de pouvoir commencer comme un premier poste dans ma ville natale à Thionville, comme responsable de la communication d'IRCOM, juste à la sortie de mes études. Et puis cette envie de toujours être dans l'action publique et pouvoir me rendre utile là où je pensais que je pouvais l'être justement. Et puis ensuite il y a eu l'expérience Messine, donc la ville de Metz, qui a duré presque 10 ans, où j'ai fait vraiment toutes mes armes avec une équipe pour le coup plus complète encore, avec une volonté aussi du maire de l'époque de dire on aura plutôt des agents et des agentes qui sont des professionnels et qui sont vont fonctionner comme un studio intégré, et donc avec un pôle graphiste, un pôle web, un pôle de rédacteurs, de chargés de com, de façon à pouvoir aussi produire en interne. Et justement, c'était combien de personnes ? C'est intéressant ça. On était une vingtaine, et au service de la ville, donc de Metz. Et puis on a accompagné le changement de la ville, changement urbain, changement aussi par rapport au transport en commun, par rapport au désenclavement aussi de certains quartiers. Et puis aussi toute la partie culturelle qui a occupé aussi une bonne place. Puisque on a monté des opérations événementielles, et je pense notamment à un festival autour des arts numériques qui s'appelle Constellation, et qui faisait le pendant entre justement le numérique et le patrimoine. Donc un événement qui a pris aussi de l'ampleur au niveau national, avec des beaux partenariats qu'on a pu monter. Ensuite, après Metz, il y a eu un parcours en Bretagne. J'avais envie de faire une sorte de cap à l'ouest, de découvrir aussi cette région que je ne connaissais pas. Et puis c'était la mutualisation, une ville-centre, et puis aussi une agglomération avec une quarantaine de communes. Et là, ça permettait aussi de rejoindre l'aspect plutôt rural, qui aussi m'intéressait, passer de l'urbain à la ruralité.
Et j'y suis resté une bonne année pour ensuite rejoindre la ville de Poitiers, voilà, où j'ai fait j'ai pris à nouveau un poste donc de directeur de la communication, aussi un poste mutualisé, ville, communauté urbaine. Donc à cheval sur, on va dire, ces deux collectivités, aussi très enrichissant, d'autres méthodes de travail, une équipe aussi avec une vingtaine de collaborateurs, voilà, une très belle expérience qui m'a permis aussi de m'ouvrir encore davantage et puis de me dire peut-être que les collectivités, je garde évidemment ce lien, mais je prends une autre tournure en rejoignant France Urbaine, puisque France Urbaine continue évidemment à accompagner les collectivités. Voilà. Justement, d'où te vient cette envie de travailler en collectivité territoriale? Parce que quand on fait de la communication, on se dit on va plutôt travailler en général dans une grande marque, plutôt du luxe ou du sport, des sneakers, les Nike, etc., etc. D'où ça devient ça? Je pense que l'envie était avant tout de se dire c'est plutôt le service public qui moi m'animait, et puis je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir au cours de mes études et de mes expériences professionnelles des rencontres qui ont fait que j'ai eu envie en fait par ces rencontres, par ces gens que j'ai pu voir, où je me suis inscrit en quelque sorte dans leur pas, et puis des gens qui m'ont marqué, que j'ai rencontrés et qui m'ont donné envie en fait de poursuivre, voire même de continuer, et je me suis senti vraiment à mon aise et je me suis dit je ne sais faire que ça, voilà. Ah, carrément. Voilà. Et je me suis toujours dit, je ne sais pas faire autre chose que de la communication publique. Donc, ce qui veut dire que si un jour, on te demande de passer dans le privé... J'ai eu une petite expérience dans le privé, en agence, qui a duré 6 mois, et qui n'a pas été forcément vraiment l'expérience mémorable pour moi, mais en tout cas, j'ai tenté, j'ai essayé, et je suis plutôt revenu donc à mes premiers amours. J'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit. Ok, le sens du service public, c'est très noble de ta part. Et c'est vrai que, allez, on parlait de Madame Adam, Séverine Adam, que l'on salue, une femme de l'Est également. Exactement. Qui a aussi le sens du service public. Mais est-ce que tu avais justement ce sens du service public? Est-ce qu'il est venu d'un élu dans la famille ou pas du tout? Alors, pas dans la famille directement. J'avais un père qui était quand même dans la fonction publique puisqu'il était policier, mais dans la nationale, donc avec des valeurs, assez fortes. Et, le service public était déjà là, présent. Oui, et quel service public? On salue au passage les forces de l'ordre qui ont un job extrêmement bien payé et pas du tout compliqué, surtout depuis une bonne dizaine d'années. Donc évidemment, on salue ton papa, ses collègues et nos amis les forces de l'ordre. Alors ok, je peux comprendre, mais DFDO à la communication publique en tant que DIRCOM, d'abord responsable com à Thionville, dans ta maison, dans ta ville natale. Comment ça fait que tu sois arrivé aussi vite? C'est ça que je disais, c'est un peu l'itinéraire d'un enfant gâté ou plutôt le parcours d'un prodige. C'est que d'emblée, t'avais quel âge quand tu prends ton premier vrai poste à responsabilité? 25 balais à tout casser? Ouais, un peu avant parce que je sortais vraiment du master de mes 5 ans d'études, quoi. Donc oui, 23 ans, oui. Alors quand on se retrouve avec le maire, les élus, l'opposition, comment on est pris? On est pris au sérieux à 22, 23 balais? On doit faire ses preuves, on découvre. Moi, je suis arrivé à Thionville, on m'a dit t'es chargé de communication, et puis très vite, ma directrice de l'époque m'a dit j'ai pas le temps de m'en occuper, donc tu vas t'occuper des marchés publics, tu vas t'occuper des finances, tu vas t'occuper de la gestion du personnel. Et puis en fait, j'ai appris. Alors évidemment, j'avais ce que j'avais appris pendant mes études, mais j'avais pas forcément la praticité du métier. Donc j'ai peut-être fait des erreurs, j'en ai fait, c'est sûr même, mais j'ai beaucoup travaillé en fait. J'écrivais le journal municipal tout seul, par exemple. On en faisait un trimestriel. C'était important d'avoir un rythme déjà. On a lancé un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, un site internet tout nouveau, une web TV à l'époque. C'était aussi quelque chose d'assez innovant. Et pendant 2 ans, en fait, à Thionville notamment, j'ai fait mes armes. Et puis avec aussi une équipe de différentes personnalités expérimentées qui m'ont vu peut-être arriver en disant c'est qui ce jeune, et puis qui ont très vite aussi m'ont fait confiance, et on s'est fait confiance mutuellement, et ça a avancé. Alors tu arrives avec une gueule de stagiaire, pardonne-moi de dire ça. Comment ils ont réussi à te faire confiance? Parce que c'est quand même un truc hallucinant. Un gamin qui a 22, 23 ans, qui devient ton boss. J'imagine que tu avais peut-être des gens autour de toi ou des gens que tu manageais directement qui auraient pu être tes parents. Bien sûr. Comment tu as fait? Explique-nous quelque part la méthode Logette, parce que c'est hallucinant, sincèrement. Avant tout, prendre les gens comme ils sont. J'étais beaucoup dans une posture d'écoute à cette époque-là. Je le suis toujours, mais encore davantage, c'est-à-dire de comprendre aussi le parcours des uns et des autres.
Enfin, j'ai toujours fait ça dans mes postes, c'est-à-dire de voir aussi individuellement les uns les autres, comprendre où ils en sont, pourquoi ils en sont là, et ensuite de mieux comprendre aussi leur parcours. Ça me permet moi aussi derrière de pouvoir savoir là où je peux aller, comment je peux avancer, et puis de manière plus pragmatique, on va dire, de faire confiance, et puis de me dire que les autres ont des choses à m'apprendre, enfin, et c'est pas parce que je suis en poste en responsabilité que on va dire que mes collaborateurs ont des choses à dire, ont des choses à faire, ont des choses à faire valoir, et c'est ça aussi qui a beaucoup aidé. Et puis je pense que le travail en fait fait tout, c'est-à-dire je pense que j'ai toujours beaucoup travaillé, et je pense que la force du travail fait que on devient légitime. En tout cas, je pense que c'est ça qui a toujours payé, c'est-à-dire que le fait de travailler, le fait de ne pas compter ses heures, le fait d'être présent, d'être disponible, à l'écoute, la porte ouverte, fait qu'à un moment donné, je pense qu'on gagne en légitimité, et ça devient donc naturel pour les autres. Et à chaque fois que j'ai quitté, on va dire, une expérience professionnelle pour une autre, il y a toujours eu évidemment beaucoup d'émotions de quitter l'équipe, parce que c'est avant tout des gens, des humains, et on construit un collectif, on construit des choses, on connaît aussi les histoires personnelles des uns et des autres. Forcément, la porte est ouverte, donc on sait beaucoup de choses sur les gens. Et ça, c'est important, je pense, dans ce qu'on peut tisser aussi dans une histoire professionnelle. Une question qui va te paraître bizarre, et je suis pas psy, mais tu étais quel genre de gamin? Tu étais un leader? Pas du tout. J'étais très réservé, timide, j'osais pas prendre la parole, j'étais dans mon coin, pas forcément regardé, pas forcément écouté, voilà, très discret. D'ailleurs, les professeurs disaient à l'époque, Pierre est trop timide, il faut qu'il prenne un peu plus sur lui, on l'entend pas. Et puis je pense que je me suis ouvert aussi avec les expériences professionnelles que j'ai pu avoir, et puis encore une fois les rencontres, les gens qui m'ont fait confiance. Et ça a beaucoup fonctionné. On a tous en fait dans notre parcours professionnel des gens qui nous marquent, des personnes qui nous marquent, et ça je pense que c'est et qui nous font confiance, et donc ça nous permet aussi de se dire on peut peut-être y arriver. Tu parlais de l'interne, tu te fais accepter, tu fais partie de la famille malgré ton très jeune âge. Avec les politiques, parce que tu fais de la com publique, on le rappelle pour ceux qui se seraient endormis. Comment ça se passe? 22-23 ans, t'arrives, c'est le responsable de la com, Pierre, il est tout jeune. Non, c'est pas le stagiaire. Là, c'est peut-être un niveau encore plus difficile à gravir. Ça met plus de temps, parce que évidemment on est jeune, et parce que forcément les élus ont plus de background, ont plus d'expérience, sont là aussi parce qu'ils ont été élus, donc oui, c'est plus complexe peut-être au début, en tout cas, parce qu'il faut faire ses preuves aussi, et puis on sait qu'on est là aussi pour valoriser l'action publique, l'action politique, mais aussi valoriser le travail des élus, donc il faut aussi prouver qu'on est là, qu'on est présent, qu'on sait répondre, et puis que parfois quand il peut y avoir des désaccords entre les uns et les autres, il faut être là pour essayer de faire en sorte que les choses avancent. Avoir aussi l'esprit de synthèse, de compromis, et puis avec l'âge, avec le temps aussi, on apprend parfois à plus accepter aussi les choses, et à pas se battre sur tous les sujets. Enfin, très franchement, si un visuel convient pas, aussi il plaît pas, on peut le retravailler, on peut évidemment prendre en compte les avis des uns et des autres. L'objectif c'est que le projet sorte, et que ça puisse convenir, on va dire, à la population. C'est ça le projet, c'est ça qui doit compter avant tout. Et puis le reste, après, ça reste de la gestion humaine, quelque sorte, de la relation à l'humain. Et justement, ton poste de DIRCOM, alors on va rester dans les municipalités, on va évidemment parler de ton présent, bien entendu, mais ton poste de DIRCOM, au bout de toutes ces années, entre Poitiers, Lamballe, Thionville, Metz, évidemment, comment tu le voyais, et comment quelque part tu le vois, parce qu'une fois qu'on a été DIRCOM dans sa vie, dans une municipalité, on le reste ad vitam aeternam. Comment tu le vois, toi, justement? Tu le vois, entre guillemets, pardonne-moi l'expression par avance, un peu inféodé à la population, mais surtout à tes boss, à savoir les élus, ou est-ce que, justement, tu gardes une certaine neutralité, à savoir, on fait un job, on est là pour porter une municipalité, et donc, de fait, celles et ceux qui la font, mais je suis pas leur serviteur. Alors je pense que c'est important de pouvoir dire les choses, et pas forcément être dans une logique de cours. Je pense qu'on attend de nous, en tout cas sur des postes comme cela, c'est plutôt de dire les choses, et plutôt d'être dans un discours de vérité, et puis ne pas hésiter à dire quand ça va, et puis quand ça va pas.
Je me rappelle d'un élu qui me disait j'ai besoin de savoir en fait quand ça va et surtout quand ça va pas pour pouvoir m'améliorer. Et j'ai besoin d'avoir ce retour-là. Alors après, tous ne sont pas dans cette logique, mais moi je me suis jamais interdit en fait de dire quand ça allait ou quand ça n'allait pas. Alors parfois évidemment ça pouvait créer du débat, de la discussion. J'essayais de le dire toujours avec tact, évidemment. Et puis si je sentais que c'était pas le moment, je le disais pas sur le moment voilà précis, mais je savais que à un moment, je pouvais le dire aussi et que ce serait entendu. Ce qui veut dire que tu as toujours été courageux. Pas toujours, non. J'ai parfois peut-être laissé passer des choses en me disant que c'était pas le moment. Et puis, je pense que il faut saisir après le bon moment, savoir quand est-ce que le moment est le bon pour pouvoir le dire et pour pouvoir améliorer les choses. Si tu devais donner des conseils à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer dans la communication publique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Pierre ? Je pense que notamment quand on commence un travail dans ce domaine-là, je pense qu'il faut pas compter son temps, pas compter son énergie, travailler beaucoup, ne pas hésiter aussi peut-être à être dans une vraie curiosité, voir ce que les autres font, parce que mine de rien, ça aide beaucoup. On parlait de réseaux, c'est vrai que d'être dans des réseaux, notamment de communicants et de rencontrer des collègues qui font le même métier, ça aide aussi à se dire bon, on n'est pas complètement à côté, ou finalement on est dans la bonne tendance, on arrive à bien se situer. Et moi, ce que j'ai toujours aussi essayé de faire dans les postes que j'ai pu occuper, c'était de se dire, je travaille pas tout seul, je travaille aussi avec des collègues qui sont dans des collectivités voisines et comment on peut travailler ensemble. Et ça a été une des forces, je trouve, sur notamment le parcours à Metz, c'était de se dire, on peut travailler avec la métropole, on peut travailler avec le département, on peut travailler avec la région, et on peut trouver en fait des convergences sur des projets, sur des actions communes où on va pouvoir capitaliser notre force pour le territoire. Et ça, on l'a fait régulièrement. Sur Metz, le festival que j'évoquais tout à l'heure, on l'a construit avec plusieurs partenaires. Et entre techniciens de la communication, on arrivait, alors même si politiquement, parfois, c'était pas raccord entre, on va dire, nos chefs, on arrivait à construire des choses pour le territoire. Et ça, je pense que c'était souvent ce qui était important, c'est-à-dire d'aller au-delà des clivages et aussi parfois des clivages politiques sur des thématiques où on peut être raccord en fait. De ce parcours en municipalité en tant que DIRCOM, parce que tu l'as toujours été, allez, on va dire les choses très clairement, qu'est-ce que tu retiens le plus positif et le plus difficile que tu aies vécu ? Les moments les plus difficiles, je pense que c'est les moments d'élection, parce qu'on a des postes quand même qui sont très liés au mandat politique. Donc il y a évidemment de l'adrénaline puisqu'il y a une campagne, on n'en fait pas partie puisqu'on reste nous dans l'institution, donc on fait attention évidemment à ne pas mélanger les casquettes, à rester sur la ligne de l'institution qui communique et puis qui communique aussi différemment avant les élections, on a des règles aussi qui s'imposent à nous, qu'on respecte. Ces moments sont particulièrement complexes parce que on se dit que les cartes sont rabattues la veille pour le lendemain. Donc ça, c'est pas les moments les plus simples. Et les moments de satisfaction, c'est quand, par exemple, on arrive à un moment d'inauguration sur un projet qu'on a travaillé et puis qu'on voit la ferveur populaire, qu'on voit que ce qu'on a fait, ce sur quoi on a communiqué fait que les personnes vont se rassembler au même endroit, au même moment. Voilà, peu importe qui ils sont. On arrive à faire ce rassemblement, cette cohésion. Et on se dit que notre métier, notre job a payé puisque les gens sont au courant et en parlent. Donc ça veut dire que finalement, on a réussi en partie notre job. C'est-à-dire que pour une fois, il y a une communion, parce qu'on est quand même un pays où tout le monde est très divisé, on se plaint toujours, et c'est ce qui fait que notre pays est le plus beau du monde. C'est vrai, c'est ça, c'est une communion avec des gens de toute classe sociale qui se retrouvent pour un événement culturel sur une place à un moment donné. Ils se donnent rendez-vous, ils viennent, et ça fonctionne. Et justement, dans ces moments-là, tu te sens réellement utile. C'est là que ça prend finalement toute la noblesse de ton métier. Alors je me sens pas utile, je me dis simplement ça a été l'aboutissement puisque ça a fonctionné, ça fonctionne et surtout on entend les mots des gens, les mots de la population, les mots des spectateurs qui sont contents, qui sont ravis sur d'un événement gratuit par exemple. Et là on se dit c'est aussi certes de l'argent public qui a été investi, mais si ça a fonctionné, ça a marché, donc ça fait du bien. Une vraie fierté. Voilà. Ce que je peux comprendre parfaitement. Tu viens de parler d'un grand moment de plaisir, mais
d'autres moments de plaisir que tu as eu. Tu nous as parlé des moments difficiles. Je pensais, tu vois, que les élections étaient évidemment difficiles. La question se pose pas parce que c'est on rentre dans un tunnel pendant plusieurs mois et c'est l'enfer. Avec merci ou au revoir. Mais je pensais que c'était un moment d'adrénaline, tu sais, une sorte de kiff malgré tout. Tu te dis, waouh, c'est un stress mais plutôt positif. Et tu me dis que tu le vis finalement pas si bien et ça se respecte parfaitement. Je pense que chacun le voit à sa manière. Mais qu'est-ce que tu as kiffé outre ces moments de communion et d'adhésion? Qu'est-ce que tu as, les autres kiffs que tu as eu dans cette carrière? Et après, on va évidemment parler de France-Urbaine. Les autres satisfactions, ça a pu être les moments où on était on va dire dans une crise. Je pense notamment à la crise Covid, où il a fallu trouver des solutions pour pouvoir apporter à la population, ne serait-ce que des masques. Typiquement, ça a été compliqué à mener, mais une satisfaction de se dire qu'on avait réussi en tant que ville, en tant que commune, en tant que municipalité finalement à apporter on va dire ce qui était rudimentaire, c'est-à-dire juste des masques, mais c'était essentiel, et de trouver le moyen justement de comment on va réussir cette distribution, comment on va réussir à faire en sorte que on va réunir aussi dans une cour d'école à l'extérieur des agents qu'on va mobiliser, qui vont venir aider, qui vont distribuer, la population va s'inscrire sur des créneaux pour pouvoir retirer des masques, et tout ce qui va venir ensuite, c'est-à-dire là on se dit on a une vraie utilité de santé publique, et puis donc du coup aussi le premier rempart, on va dire, pour l'habitant, ça reste le maire, la commune, et donc là, on se sent aussi complètement utile. Comment tu vois ton job de DIRCOM? Je sors de la municipalité, on va rester dans la sphère publique au sens le plus large, et évidemment, on va parler de France-Urbaine. Comment tu le vois? Tu le vois comme un stratège, pas comme un courtisan? Tu l'as très justement dit. Je te remercie de le rappeler parce que celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent bon, la com publique, c'est des fois, on est à Paris là, toi et moi, on les affiches de la municipalité de Paris, les JO actuellement, etc. Blablabla. Bon, c'est des jolies affiches plus ou moins jolies, plus ou moins créatives, peu importe. Mais tu n'es pas courtisan. Tu te vois comment? Tu te vois stratège. Si tu devais mettre un adjectif à dire comme public. Il y a forcément de la stratégie, évidemment. Après, je pense qu'il faut aussi être très très réaliste. Il y a aussi beaucoup d'exécution. Donc il faut manier les outils, savoir comment les gérer, comment les utiliser à bon escient, et la stratégie fait partie aussi du métier. Quand on fait des relations avec la presse par exemple, évidemment il faut aussi savoir comment approcher les journalistes, comment faire en sorte que le message puisse passer, et ça typiquement c'est aussi il y a une grande part, je pense, d'intuition dans ce métier. Alors justement, je rebondis. Chaque fois que tu es parti, j'ai regardé dans la PQR locale, et il y a toujours eu un article sur Pierre Logette quitte la direction de la communication, de l'Emballe, de Poitiers, etc., etc., etc. Si globalement ça s'était mal passé avec les médias, personne n'aurait jamais rien dit, et il n'avait pas de quoi faire, ne serait-ce qu'un entrefilé, tu aurais été dans la rubrique des chiens écrasés. À chaque fois, il y a un article, toujours élogieux. Comment tu as réussi à tisser cette connivence? Alors connivence ne veut pas dire copinage, hein. Attention que ce soit très très clair parce que on peut ne pas être d'accord, et puis c'est aussi les journalistes, ce sont des gens qu'on respecte au plus haut point, toi et moi. Comment tu as créé cette connivence? Comment tu as réussi à mettre en place toutes ces stratégies de relations médias? Parce que tu t'en occupes aussi chez France-Urbaine. En respectant avant tout le métier de journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, il n'est pas là pour servir la soupe, il n'est pas là pour reprendre un communiqué et faire du copier-coller. Enfin, il a un vrai regard, il a une vraie sensibilité, une approche qui est pas souvent d'ailleurs la même que la nôtre, mais je pense qu'il y a un respect avant toute la fonction. Alors j'ai eu évidemment dans mon parcours des amis journalistes qui m'ont aussi permis de comprendre comment ça fonctionnait chez eux en interne, mais j'ai toujours en fait respecté la fonction et j'ai toujours fait en sorte de faciliter le travail du journaliste. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été positif, c'est-à-dire que on est là pour mutuellement, on va dire, on y trouve un intérêt mutuel, et donc il faut qu'on arrive à pouvoir donner de l'information, à pouvoir délivrer de l'information. Eux, ils ont un modèle économique, ils ont aussi une entreprise à faire tourner, ils ont des lecteurs à fidéliser, on sait que c'est compliqué, et donc on est aussi là pour ne pas donner nous toutes les informations, mais leur laisser aussi la possibilité de pouvoir exercer leur métier, encore une fois, en toute objectivité. Après, on ne peut pas être d'accord parfois avec le traitement de certains papiers, je pense qu'on peut se le dire,
dire. Et ça a été régulièrement le cas. On a pu se dire, bon là, on n'est pas d'accord avec la façon dont vous avez pu rendre compte de telle ou telle chose. Mais je pense qu'il faut se le dire. Et se le dire, c'est aussi établir une sorte de relation de confiance. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu ces quelques papiers. Ces quelques papiers, non, parce qu'à chaque fois, tu es parti. Donc, il faut souligner aussi, tu es trop modeste. Et je dis bravo. Parce que très sincèrement, les journalistes et les communicants et les journalistes s'entendent pas nécessairement très très bien. Il y a toujours une espèce de guéguerre débile, je trouve. Alors que, je vais pas dire qu'on tire tous dans le même sens, parce que c'est pas vrai. Comme tu l'as dit très justement, un journaliste c'est aussi un factotum économique. Hein. Tu l'as dit, on vend de la pub quelque part, on fidélise des clients, de l'audience, donc ça se monnaie. Et puis les marques, quelles qu'elles soient publiques ou privées, parce que je considère qu'une ville c'est une marque aussi. Il se passe toujours quelque chose et encore plus que dans une marque. Donc forcément, on a besoin de l'un et de l'autre. Est-ce que tu as eu à gérer des crises? Est-ce que tu en gères aujourd'hui chez France Urbaine? On gère des crises tout le temps. Alors c'est vrai que c'était plus palpable encore en collectivité parce que forcément on est dans un quotidien qui fait que moi j'ai vu monter en fait ces dernières années des collectifs d'habitants ou des collectifs qui venaient on va dire secouer en quelque sorte les municipalités en place. Quand des projets devaient se monter, on avait rapidement on va dire des levées de boucliers et puis parce qu'aujourd'hui on est dans une société quand même plus clivante avec aussi des attentes très fortes du politique, même si on sent que c'est compliqué de renouer ou de faire en sorte que le lien avec le politique soit le plus le meilleur possible. Donc il y a eu évidemment ces dernières années plus de crises à gérer, plus de difficultés, on va dire, dans l'exercice même de la fonction de l'élu, qui a des répercussions directes sur les métiers de la communication. On parlait des relations presse, c'était le cas. Il fallait répondre, il fallait trouver justement les bonnes réponses, apporter les bonnes réponses, mais toujours guidé entre ce que le politique souhaitait, puisque c'est lui qui a la main finalement, et la manière dont la communication pouvait accompagner le politique dans son travail. Et ça a été dans les dernières années notamment assez passionnant, puisque forcément ça devient plus stratégique aussi, ça devient parfois plus complexe, mais la complexité n'empêche pas que c'est aussi ça notre l'intérêt aussi, c'est qu'intellectuellement ça doit aussi nous dépasser en quelque sorte. Puis je pense qu'on a un rôle aussi quand on a ce rôle dans la communication de rassurer et de rassurer aussi les élus qui sont en place sur l'action qu'ils peuvent mener. Je pense que c'est important aussi d'avoir des bons mots, d'avoir les bons gestes, les bonnes précautions d'usage pour faire en sorte que les uns et les autres se sentent rassurés. Toutes ces années à être DIRCOM, au plus haut niveau des villes, ça t'a pas conféré une sorte de stress permanent? Même si j'imagine qu'avec à l'expérience, l'expertise, on est un petit peu plus aguerri, on a le cuir plus dur, mais ça n'a pas généré un stress dans ta vie? Si, ça génère forcément du stress. Je pense que ça génère du stress pour tous ces métiers qui sont des métiers. Alors certes, on n'est pas aux urgences, on n'est pas là pour sauver des vies, on est là pour faire un métier qui peut évidemment et qui est plaisant, mais forcément ça génère du stress puisque ça nécessite une disponibilité quand même quasi quotidienne. Après, moi, j'ai toujours essayé, en tout cas en apparence, j'avais notamment une élue qui le disait sur moi en disant « Pierre, c'est la force tranquille ». Donc c'est vrai que en apparence, j'ai toujours eu cette apparence de force tranquille, d'avancer sereinement, le plus sereinement possible. Et puis parfois, ça peut déborder, et puis parfois ça peut être plus compliqué à gérer. Donc ça, c'est plutôt sur un champ plus psychologique, c'est d'arriver à trouver finalement le bon équilibre. Et je pense que il est compliqué à trouver. Mais tu as réussi, ou tu réussis encore aujourd'hui, à avoir une vie perso, sincèrement? Là aujourd'hui, oui, complètement. C'est-à-dire que au début de carrière, évidemment, on est très impacté parce qu'on travaille énormément, on a besoin de davantage de des codes, comment fonctionne un marché public, comment fonctionne un budget, comment fonctionne aussi l'aspect RH qui prend beaucoup de temps, tout ce qui est ressources humaines, ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, voilà, j'ai pu forcément
ces missions-là dans mon périmètre. En tout cas, j'ai pas forcément l'aspect RH aujourd'hui à France-sur-Maine, ce qui me permet aussi de me recentrer davantage sur le métier et sur l'exercice même de la fonction de responsable de la communication et de la presse. Non, justement, France-Urbaine, explique-nous ce que c'est, parce que je suis pas certain que beaucoup de gens connaissent France-Urbaine. C'est une très belle structure, une très belle institution, c'est une association au sens, on va dire, juridique du terme. Explique-nous ce que c'est, puis parle-nous de ton quotidien, s'il te plaît, Pierre. Alors France Urbaine, c'est une association assez récente, elle date de 2016, donc elle a 7 ans, l'âge de raison. Une association qui représente les grandes villes, les métropoles, les communautés urbaines et les agglomérations. On a au total 110 adhérents. Ces adhérents, donc, ce sont des collectivités. Et l'association, qui est une association transpartisane, donc ça veut dire qui va au-delà des questions politiques, a pour objectif et mission de représenter la voix, justement, de ces collectivités et de représenter cette voix auprès, par exemple, du gouvernement, des ministres, mais ça peut être aussi des parlementaires et des institutions. C'est-à-dire que tout ce qu'une collectivité peut faire à un moment donné, elle a besoin d'avoir une sorte d'intermédiaire qui va être un peu le relais de son action, et c'est cette association, donc France Urbaine, qui représente, on va dire, ce que les collectivités ont comme sujet. Donc on va pouvoir par exemple les accompagner typiquement sur du conseil, de l'expertise, par exemple sur de la fiscalité, sur du logement, sur de l'urbanisme, enfin. Mais on va pouvoir aussi derrière les informer de ce que tel ou tel ministre décide de mettre en place, ou tel ou tel texte de loi qui vient de paraître et qui a une conséquence directe sur les collectivités, de pouvoir les informer. Donc il y a aussi cette volonté d'animer ce réseau, puisqu'on a un réseau composé de collectivités, d'adhérents, et de montrer aussi des bonnes pratiques. Puisqu'on sait aussi que une collectivité qui va faire par exemple de la renaturation de sa ville, dans sa ville, a peut-être une bonne pratique à donner à une autre collectivité qui a envie aussi de se lancer dans cette aventure. Donc on a un rôle à la fois d'animation de réseau, mais aussi de promotion des bonnes pratiques, mais aussi de pouvoir valoriser ce que font donc ces collectivités, mais aussi d'être le porte-voix auprès des ministres. Donc là, très prochainement, on va rencontrer un ministre, le ministre notamment du logement, la semaine prochaine, la ministre des solidarités, mais avec à chaque fois un travail mené avant, évidemment, en amont, sur quelles sont les priorités qu'on se donne sur nos collectivités, et comment est-ce qu'on essaye justement de faire en sorte que la voix des collectivités est entendue. C'est absolument passionnant. Sincèrement, j'ai rien d'autre à dire. Tu vois, je t'en avais parlé au téléphone, et je le dis, je le révèle à nos auditrices et auditeurs, je me suis dit, tiens, Pierre est en train de prendre sa retraite. Aussi jeune. Et en fait, c'est tout sauf ça. Tu vois, j'étais très très bête, très idiot, et je m'en excuse auprès de France Urbaine et auprès de toi, évidemment, en premier lieu, et de Madame Roland, que j'ai beaucoup apprécié lorsque je l'ai rencontrée, Johanna Roland, qui est la maire de Nantes et qui est la boss, la présidente de France Urbaine. Donc c'est absolument passionnant. Je me suis complètement trompé. Et justement, ces 110 adhérents qui sont des villes, alors est-ce que tu peux citer les villes ou les communautés d'agglo, entre autres? Il y en a 110, mais ça va de Toulouse à Nantes, en passant par Lille, Bordeaux. Enfin, dès lors qu'on est sur, on va dire, 100 000 habitants à minima, voilà, on fait partie, potentiellement, on est adhérent de France Urbaine. Donc, ça couvre vraiment tout le territoire. Et donc, on a une logique de commission, donc des commissions thématiques, où on a donc justement à chaque fois une logique de président, de coprésident, en général avec des sensibilités différentes. Donc on a toujours, régulièrement un président plutôt du bloc droite, plutôt bloc gauche. On a une logique de groupe de travail. Donc les groupes de travail, ça va être plutôt des techniciens, des agents des collectivités. Ça peut porter sur l'eau, sur l'énergie, sur la lutte contre les discriminations, le handicap. Donc là, ça va être plutôt des techniciens qui vont se réunir. Et puis, on a des instances qui se réunissent régulièrement. Et ces instances, justement, ont pour objectif de justement prioriser, de voir quels sont les éléments à mettre à l'agenda et comment on peut porter des sujets. Donc ça peut être des sujets en matière de santé, encore une fois, puisqu'on sait que les collectivités
collectivités, les villes notamment, sont très dépendantes de leur CHU, CHR, et donc c'est important aussi que sur la santé, on puisse être en lien avec les collectivités pour voir quels sont les besoins, mais ça peut porter sur la culture, sur le sport, enfin, on couvre l'ensemble en fait des domaines, des politiques publiques d'une collectivité, d'une ville ou d'une métropole. Je me répète et je radote, c'est absolument passionnant. Sincèrement, c'est absolument génial. Ça fait 6 mois que tu es responsable de la communication de cette belle maison et des médias, je le rappelle, au passage. C'est quoi ton quotidien? Alors évidemment, aucune journée ne se ressemble. Mais quand on gère autant, entre guillemets, d'agenda, comment tu fais pour avoir encore une fois une vie? Alors tu me disais qu'il y avait une vie qui était plus simple qu'en début de carrière, et je comprends parfaitement, en début de carrière, on bosse énormément. Mais là, comment tu fais? Parce que là, c'est gigantesque, là. On essaye de prioriser, enfin comme dans tout le job, de se dire là prioritairement, on sait qu'on a un rendez-vous demain qui est attendu, on sait qu'il y a un communiqué de presse qui doit être fait, on sait qu'il faut aussi gérer Roger l'élu qui va rencontrer le ministre, donc on sait que ça va être la priorité et qu'il y aura le reste à faire évidemment, donc gérer aussi des partenariats, puisqu'il y a des partenariats qu'on mène avec sur de l'événementiel ou sur d'autres opérations, donc ça s'égrène aussi avec par exemple une newsletter qu'on fait paraître toutes les semaines et qui permet de donner de l'information à nos adhérents puis à nos partenaires. Donc chaque jour est différent évidemment, mais et puis ça va dépendre aussi de l'actualité, ça va dépendre des sollicitations qu'on va recevoir aussi de la presse qui va nous solliciter sur tel sujet. Parfois des sujets évidemment où moi je suis totalement connecté, puis d'autres que j'ai pas forcément en tête, où il va falloir voir avec le conseiller thématique ce qu'on peut en dire, si on peut en dire quelque chose, parce que parfois on n'a pas forcément d'avis à donner, et il faut aussi reconnaître parfois qu'on n'a pas forcément une position claire. Le principe de France Urbaine, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une position commune qui soit décidée, donc il faut qu'on soit au clair, ok sur la manière de conduire l'action, et on voit que sur beaucoup de sujets en fait on se rejoint, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça que moi j'ai découvert avec ce métier, enfin ce nouveau job, c'est de voir en fait que malgré les clivages politiques, parfois il y a des sujets sur lesquels on arrive à trouver consensus et on arrive du coup à avancer parce qu'on a les mêmes problématiques et on a parfois les mêmes solutions à apporter. Donc au-delà des clivages politique ou d'ego, on arrive à souvent trouver des solutions communes. Exactement. Je trouve que c'est fantastique ce message que tu es en train de porter, sincèrement Pierre, parce que non seulement tu portes un message alors très personnel, à savoir ce parcours de prodige, et encore une fois je le répète, et c'est sans flagornerie, tu as bien compris que c'était pas trop le style de la maison, je n'ai pas ton tact, ni ta diplomatie, mais sincèrement un parcours de prodige, mais aussi ce que tu es en train de véhiculer, au-delà de la politique, notre pays est quand même extrêmement divisé. Il y a des communautés, on voit naître des espèces de communautés insupportables à l'américaine, alors que c'est pas du tout notre cas. Et je trouve que ton message là, en tant que responsable de la communication, il n'y a pas de dire comme encore chez France Urbaine. Bon, peut-être un jour ce sera toi. Si l'équipe s'étoffe, c'est tout le mal que je te souhaite. Mais ce que tu es en train d'apporter comme message est super important. C'est-à-dire que notre métier de communicant sert aussi à rassembler les politiques et donc les Français, puisque nous sommes une vraie démocratie. Donc ça, je tiens à le souligner. La communication publique, et ce que fait Pierre, ça va au-delà de, tiens, on a fait une belle affiche, une belle campagne. Et de si je trouve que, hélas, la communication publique est pas la reine de la créativité, graphique, etc., ou publicitaire au sens le plus large du terme, eh bien, je trouve que là, tu donnes tout ton sens à ton engagement, à savoir le service public. Ça doit être un kiff absolu là, parce que là tu passes dans une autre dimension avec France Urbaine. Oui, c'est passionnant et c'est vrai que c'est souvent ce que dit la présidente Johanna Roland, c'est avant tout être efficace et au service des Français et des Françaises, et être efficace, c'est derrière, c'est produire des solutions concrètes. Donc ça va être de l'expérimentation sur le terrain. Donc il faut expérimenter dans certains territoires, il y a des choses qui se passent, il faut le faire savoir, et il faut voir si ça peut pas faire justement, ça peut pas s'égrener ailleurs. Donc ça c'est essentiel. Et puis comme on est en contact aussi de ces collectivités, on peut aussi les sensibiliser ou les questionner. Donc on lance régulièrement des sondages flash sur des thématiques pour recueillir leur avis, leurs témoignages et savoir quelles sont les tendances qui se dégagent. Et ça c'est assez intéressant aussi parce que finalement ça nous permet de savoir sur le terrain comment les choses se déroulent et qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et là où on est attendu, et du coup comment on peut porter ce message nous globalement en tant qu'entité, en tant qu'association auprès des différents partenaires. C'est absolument génial de remettre quelque part les élus au centre du débat,
Parce que quand vous discutez avec des ministres, là tu parlais de peut-être Madame Ratabi, tu parlais de tout ce qui est handicap et solidarité. Un autre, le Premier ministre, c'est comme ça qu'on s'est connus réellement côté boulot, toi et moi. Je trouve que c'est passionnant. Ça doit être extrêmement difficile par moment, gérer les agendas, gérer parfois les conflits ou je ne sais quoi au caisse. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans les coulisses, c'est pas le plus intéressant. Mais comment toi, en tant que communicant, tu arrives à t'en sortir et qu'est-ce que tu apprécies justement depuis 6 mois? C'est tout nouveau. Peut-être pas tout beau, mais en tout cas très beau. Explique-nous, allez, le moteur de Pierre Logette, maintenant l'homme de la com de France Urbaine. C'est de évidemment retravailler encore sur la notoriété de France Urbaine. Évidemment, enfin tu en parlais, mais l'association reste jeune. Elle est connue dans le milieu et elle est plutôt reconnue par justement son sérieux, par sa technicité, son expertise. Mais on a un travail évidemment important à faire dans le débat public. Très récemment, sur notamment l'interpellation de la maire de Poitiers, on est intervenu sur le congé maternité qui n'existait pas véritablement. Il n'y a pas de statut de l'élu sur cette question-là. France Urbaine a porté des amendements sur le statut de l'élu. Ça a été acté par le Sénat. Typiquement, on a amené ce sujet dans le débat public et on a vu que des médias comme Libé, comme France Info et d'autres se sont intéressés à cette question-là. Et France Urbaine a pu être un peu plus visible et a pu aussi exister dans son existence propre, c'est-à-dire par rapport à ses missions. Et donc on a intérêt à amener certains sujets dans le débat public. En tout cas, c'est la mission aussi qui est confiée, de façon à faire exister des sujets qui sont des sujets de préoccupation des Français. Et justement, est-ce que tu es pas en train de couper la tête à cette idée un peu débile que, tu sais, nos politiques sont totalement hors sol? Justement, tu es en train de ramener justement au sol, avec les pieds. Exactement. Et en fait, on est très loin en fait de l'imaginaire qui peut se construire des élus qui sont pas du tout connectés à la réalité. Moi, au quotidien, je vois en fait justement des expériences, des expérimentations, des bonnes pratiques qui sont faites et qui sont véritablement très pragmatiques et qui permettent de faire changer les choses et changer les choses dans la vie, encore une fois, des citoyens ou des citoyennes. Donc on voit vraiment que le politique a évidemment toute sa place et encore plus au niveau local. Mais évidemment, on va couper tout de suite la tête. Encore une fois, on coupe beaucoup de tête. Excuse-moi, surtout moi qui coupe beaucoup de tête ce matin, mais très sincèrement, on va aussi couper la tête à ces débilités que les politiques ne servent à rien. Parce qu'on l'a bien vu, si tu n'as pas de politique, il ne se passe rien dans ta ville, il ne se passe rien dans ta campagne, il ne se passe rien dans un pays. Et je trouve que vous redonnez, avec France Urbaine, et toi à la com, parce que tu fais savoir, ce savoir-faire et ces pôles d'expertise qui peuvent être mutualisés dans toute la France, mais tu es en train de faire savoir que justement, on a besoin des politiques. Encore une fois, je le dis, j'adore mon pays, j'adore la France. J'ai vécu à l'étranger, donc je sais de quoi je parle. J'ai vécu pas très loin d'ici en Angleterre, et la France est le plus beau pays du monde. Allez vivre en Angleterre, vous verrez ce que c'est, même si c'est un beau pays qui a donné naissance aux Beatles et aux Cure. Mais au-delà de la blague, tu es en train de redonner ces lettres de noblesse, quelque part, grâce à France Urbaine, et grâce à ton job, aux politiques. Parce que les politiques, on en a besoin sur le terrain, et qui sont appréciés, nos élus, bordel. Bien sûr. Et puis ils sont là, c'est-à-dire que c'est souvent le recours premier ou le recours ultime même parfois. Enfin moi je l'ai vécu de près. Voilà, des personnes qui venaient à un moment donné, des habitants qui venaient rencontrer le maire ou la maire parce qu'ils avaient des difficultés de logement, parce qu'ils avaient des difficultés pour se nourrir, parce qu'ils avaient des difficultés. Voilà, et en général c'était la collectivité qui intervenait. Elle intervenait elle-même ou elle intervenait par le biais de son CCS, son centre communal d'action sociale, en apportant des aides. Et en fait, on voit bien que la collectivité, enfin la ville ou la commune reste véritable confiance aussi entre le citoyen et l'élu, quoi. On est bien d'accord. Monsieur ou madame le maire, on en a vraiment besoin, et tu l'as dit, c'est parfois premier recours. Bon, les habitués qui viennent toujours taper à la porte, et puis les gens qui sont désespérés, et tu viens de le dire très justement. Donc on en a besoin de nos élus, et ils font un job qui est pas aussi difficile que les forces de l'ordre. Je repense à ton papa, mais très honnêtement, c'est un métier qui est de plus en plus difficile, je trouve, à être élu. C'est ça, et puis surtout, ils ont un engagement quasi quotidien, voire même, quand on a vécu l'expérience au mois de juin des violences urbaines,
Sorbonne, et ben voilà, même la nuit, il fallait être là, il fallait faire le tour, et les maires étaient au rendez-vous, et ils dormaient pas, et ils s'inquiétaient évidemment pour leur ville, et pour les quartiers. En fait, voilà, enfin, quand je pense que les élus sont engagés, ils sont engagés pleinement. On peut pas être maire à 50%. On l'est pleinement engagé. Donc évidemment, il faut avoir évidemment la foi, la conviction, et on leur doit aussi quand même beaucoup. On leur doit énormément, qui puise en France, où on se retourne souvent vers eux, et l'État un petit peu plus haut. Mais comme tu le dis très justement, c'est un sacerdoce, être élu. Hein. Et être à la communication d'un élu ou représenter des élus. Alors j'ai failli employer le terme de think tank avec France Urbaine. Je pense que ça va au-delà de simplement des idées, parce qu'il y a des choses qui sont ultra concrètes. Tu disais que Johanna Roland, Madame la Présidente, parlait d'efficacité. C'est pas des termes qu'on a l'habitude d'entendre chez les politiques, hein. Efficacité, alors on le dit pour se faire élire vite fait, mais l'efficacité, c'est un truc qui vient de l'entreprise. Je trouve ça génial. Mais oui, mais parce qu'en même temps, aujourd'hui, c'est ce que les Français ou les Françaises attendent des politiques. Ils attendent de l'efficacité, ils attendent des choses qui fonctionnent, qui marchent. Ils attendent pas de l'incantation, ils attendent des choses qui fonctionnent, quoi, qui fonctionnent dans leur quotidien. Et donc, ce pragmatisme-là, beaucoup d'élus, de maires l'ont aujourd'hui. Enfin. Donc il faut sortir aussi peut-être parfois de l'imaginaire de l'élu qui justement n'est pas connecté, n'est pas en prise avec la réalité. Ils le sont, et moi je peux te confirmer qu'en les côtoyant maintenant à France Urbaine et dans un périmètre plus élargi aussi politiquement, ils sont vraiment en phase, ils sont dans la réalité. Une dernière question, elle est vraiment pas facile. Quel conseil tu donnerais à tes collègues d'IRCOM public, si tu dois leur donner un seul et unique conseil? Je sais, la question est super hardcore, et l'idée n'est pas que tu passes pour un des murs, je sais mieux ou je suis plus fort que les autres, bien au contraire, mais quel conseil tu donnes? Bah, qui peut-être dans ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'ils gardent évidemment la foi. On a réuni la semaine dernière à France Urbaine quelques directeurs de communication, justement de collectivité. On a remonté un groupe de travail autour de la communication. Et donc voilà, ça faisait évidemment très plaisir de croiser les uns les autres. Et ce que j'ai constaté encore, ce qui les anime toujours et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont la foi. Et malgré les difficultés de leur quotidien, ils ont gardé cette conviction que les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Et donc de garder la foi, c'est évidemment le meilleur des conseils, parce que finalement, si on y croit, et on y croit toujours, on y arrive. Bah écoute, merci à toi Pierre, c'était passionnant. Je le redis encore une fois, ça va faire très flagonneur, mais tu sais bien que c'est pas le cas. Mais c'est vraiment ton parcours, c'est vraiment le parcours d'un gamin à la base, encore très jeune aujourd'hui. C'est le parcours d'un enfant gâté de la communication. Pas gâté au sens mauvais du terme, mais vraiment. Et tu, entre guillemets, cette réussite, tu ne la dois qu'à toi. Donc j'espère que celles et ceux qui nous écoutent comprendront qu'on peut être jeune, avoir très vite des responsabilités. Aujourd'hui, tu as des responsabilités encore plus fortes chez France Urbaine, qui manque de notoriété, mais c'est un gamin de 7 ans. Là, on est vraiment sur le tout petit. L'âge des raisons, semblerait-il. Bon. Mais très honnêtement, je tiens à saluer et témoigner tout mon respect pour ce parcours, parce que tu n'es pas une grande gueule, contrairement à moi. Tu es un gars extrêmement simple et qui a des résultats. La preuve en est. Donc je dis bravo Pierre et merci. Merci à toi. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une épée. Hein. Alors là, c'est le top du top. T'as quel âge, Pierre, aujourd'hui, dis-nous tout? Bientôt 40 ans. Un boomer, le bougre. Donc, mettez quand même 5 étoiles pour Pierre, qui est en train de boire son café. Il le mérite bien. Vas-y, pose ta tasse, Pierre, je t'en prie. Vous mettez 5 étoiles. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Sur Spotify, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, et toujours sur Apple Podcast, vous laissez un magnifique commentaire en disant que quel talent, Pierre. Bravo. Ou, mieux encore, Laurent, quel talent. On a besoin de toi. Présente-toi. Bref. Je plaisante, mais laissez un commentaire évidemment, et puis abonnez-vous au podcast Le Décodeur de la Com. Encore une fois, Pierre, je te remercie, c'était passionnant. Bravo. Merci Laurent. Ciao, ciao.